Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Diffusés tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Christine Robert, avec Jacques Azubert à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Avril Ventura, Mathilde Unger, Camille Lugan, Adèle Van Rett. Adèle qui vous donne rendez-vous dans 50 minutes pour le journal des nouveaux chemins où elle discutera avec Maxime Coulombe en duplex du Québec du monde infernal des jeux vidéo, pourquoi pas. Suite et fin déjà ce vendredi d'une semaine sur la nostalgie dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après la nostalgie mélancolique de Patrick Dandré, le retour douloureux de Milan Kundera, l'irréversible selon Jean Kelevitch et le monde d'hier de Stefan Zweig, c'est de Plotin que nous allons parler aujourd'hui, en compagnie de la philosophe et romancière plotinienne Gwenaëlle Aubry, qu'on ne se lasse pas de recevoir et d'écouter aux nouveaux chemins et qui nous servira de guide dans les tribulations immobiles du plus génial des néo-platoniciens. Bonjour Gwenaëlle Aubry. Bonjour. Bonjour, bienvenue Merci. au nouveau chemin de la connaissance. Ce matin, je dis ce matin car cette émission est enregistrée, nous sommes toujours mercredi. Ce matin, mais pour l'auditeur, c'était avant-hier, on parlait de Jean Kelevitch. Et Jean Kelevitch, qui est d'une certaine façon le descendant de Plotin, en un sens. Et l'un des textes de Jean Kelevitch, extrait de L'Irréversible et la nostalgie, contient la phrase suivante. Jean Kelevitch dit ceci: à mesure que la nuit descend sur nous, le souvenir remonte en nous comme une prière. Et intuitivement, je me suis dit qu'une telle phrase était d'une certaine manière une réinterprétation de toute l'ontologie plotinienne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai qu'il y a là, en effet, une autre façon de dire ce double mouvement qui anime toute la philosophie de Plotin, Qu'il faut raconter à ceux dans de nos le, auditeurs qui n'ont pas lu les Énéades. dans le nom technique et celui de procession et de conversion, mais qu'on peut qualifier aussi de mouvement de là-bas vers l'ici et de l'ici vers le là-bas, puisqu'en effet, la philosophie de Plotin est tout entière régie par cette dichotomie-là, qui pourtant n'est pas à ce point une séparation. Il n'y a pas véritablement non plus de scission entre l'ici et le là-bas. Il y a effectivement une continuité qui se donne dans ce mouvement à la fois de déversement, de flux et d'épuisement de la puissance d'abord de l'imbien, le premier principe plotinien. Donc c'est cela qu'on appelle la procession. Cette puissance s'étage, se dégrade de principe en principe, depuis l'imbien jusqu'à l'intellect, depuis l'intellect jusqu'à l'âme, depuis l'âme jusqu'au sensible, puis enfin jusqu'à la matière. Mais ce mouvement se double d'un autre, qui en vérité lui est réciproque et simultané, qui est celui de la conversion. Donc du retour, en effet, du retour lui aussi gradué, à ce premier principe. Donc c'est vrai que la philosophie de Plotin est régie par ce désir d'une fuite qui est aussi un retour. Diastole, systole, ou le ressac de la mer permettent peut-être de le comprendre ou de l'illustrer. Oui, absolument. C'est aussi un mouvement d'expansion, puis là encore, de cette puissance profuse et peu à peu affaiblie, et inversement de retour qui en passe par, en effet, une forme à la fois de concentration, dépouillement, de dépossession, bref, euh, tentative de proximité avec le simple, puisque l'imbien, c'est d'abord et avant tout la simplicité. C'est la simplicité, c'est la raison pour laquelle, et Plotin, en cela, est un lecteur fidèle et infidèle de Platon. Cette simplicité, l'imbien dont vous parlez, le premier principe, qui est plus haut que tout et plus haut que la hauteur elle-même d'ailleurs, est également au-delà de l'être, Oui. comme Platon le dit. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est extrait d'un texte de Platon. C'est Platon qui dit qu'en un sens, l'un est au-delà de l'être, mais il n'est pas platonicien.
également de considérer, comme Plotin le fait, qu'il y a un au-delà de l'être. Voilà, alors Platon en fait qualifie le bien dans le livre 6 de la République, depekainat esousias, il continue pres beiai kai dunamei, donc au-delà de l'être qu'il excède par l'ancienneté et par la puissance. Mais cette formule chez Platon d'abord qualifie le bien, ensuite ne se trouve qu'une fois, là où chez Plotin et dans le néoplatonisme, elle est absolument récurrente et fondatrice. Enfin, on peut considérer que c'est vraiment avec cette position absolue de la transcendance que s'inaugure le néoplatonisme. Et de ce fait, c'est aussi cette position de transcendance, en effet, une position de coupure, une position de scission, à tel point que Plotin, pour la dire, a recours à la métaphore de la castration, enfin à l'image d'Ouranos châtré par Cronos. L'un bien est absolument excédentaire, tant à l'être qu'au langage, qu'à l'expérience, qu'à la pensée. Et de ce fait, ce mouvement de fuite et de retour en même temps à lui impose aussi, à un moment, quelque chose comme une rupture, quelque chose comme un saut. Et de ce fait aussi, la philosophie de Plotin est portée, c'est vrai, par ce qu'on peut appeler comme le fait Yves Bonnefoy, une très grande force d'excarnation. Donc cette espèce d'excarnation, de pulsion vive, en effet, à l'échapper au sensible, cette espèce de pulsion vive, finalement, à l'arrière-monde. C'est dans l'arrière-pays que Bonnefoy reprend ces thèmes plotiniens. Il est vrai que la philosophie de Plotin s'origine dans une double expérience fondatrice, qui est celle d'abord d'une espèce de pure présence, de pure coïncidence à l'être et à soi-même, qui est ce qu'on appelle l'expérience mystique, et qui en fait est double, c'est-à-dire qu'il y a une expérience mystique de l'un et une expérience mystique de l'intellect. C'est le lieu en tout cas d'une sorte de plénitude et de pure présence, mais cette expérience se double d'une autre, qui est celle à l'inverse du retour à l'ici, du retour au régime du corps, mais par là il faut vraiment entendre la situation incarnée au sens large, c'est-à-dire aussi bien le régime de l'action, de l'urgence, du langage et de la conscience ordinaire, dans tout ce qu'il peut avoir d'eau pacifiant. Le régime de la médiation. Le régime de la médiation, c'est-à-dire aussi. Le régime qui interpose au quotidien, entre un individu et le réel qu'il a sous les yeux, sous les mains, la médiation de l'intelligence, du calcul, de tout ce que l'âme choisit, de tout ce que l'esprit, dirait Bergson, choisit pour supporter de vivre au quotidien. Voilà, le régime de l'écart, d'une certaine façon. Le régime de l'oubli aussi. Et de l'oubli, qui est vécu. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a un texte de Plotin, un magnifique texte qui ouvre le traité 4.8, où cette expérience est véritablement dite à la première personne. Souvent, je m'éveille étranger à moi-même, dit Plotin, et décrit donc cette espèce de sentiment de perte et en même temps d'étrangeté au monde, d'écart et de distance. Vous avez parlé, Gwenaëlle Aubry, de simplicité. Il faudrait peut-être entendre de simplicité, au sens où il y aurait une simplicité native et peut-être la simplicité native que l'on retrouve après le parcours justement dans la matière, dans cette expérience du quotidien. C'est peut-être ce que Jean Kelevitch lui-même, toujours lui, exprime quand il parle avec la ferveur qu'on lui connaît des deux immédiats. Écoutez. Le retour à l'immédiat est un véritable renversement, en ce sens que l'immédiat auquel l'homme revient, lorsqu'il est passé par le purgatoire de la médiation, n'est nullement l'immédiat dont il est parti dans son enfance. Ce n'est pas l'immédiat de son enfance. L'immédiat auquel nous revenons n'est pas celui que nous avons quitté. Nous sommes comme l'enfant prodigue qui recommence une vie nouvelle, ayant traversé le circuit des épreuves, et aussi des frasques, et aussi des débauches, mais de telle manière que celui qui retrouve le commencement ne retrouve pas le commencement du commencement. Ce qu'il retrouve est un recommencement, ce qui est bien différent. C'est donc l'aurore d'une vie nouvelle. Souvent, lorsque je m'éveille à moi-même en sortant de mon corps et qu'à l'écart des autres choses, je rentre à l'intérieur de moi, je vois une beauté d'une force admirable.
et j'ai alors la pleine assurance que c'est là un sort supérieur à tout autre. Je mène la meilleure des vies, devenue identique au divin, installé en lui, parvenu à cette activité supérieure en m'étant établi au-dessus de tout le reste de l'intelligible. Après ce repos dans le divin, quand je suis redescendu de l'intellect vers le raisonnement, je suis embarrassé pour savoir comment cette descente a lieu, aussi bien à ce moment-là qu'à présent, et comment mon âme a jamais pu se trouver à l'intérieur de mon corps, si elle est bien en elle-même telle qu'elle a pu se manifester, quoi qu'elle soit dans un corps. Et on entend bien dans ce texte que vous venez de lire, non seulement ce que j'appelais l'expérience fondatrice de la philosophie plotinienne, mais aussi ces deux questions directrices et qui sont finalement comment retourner là-bas après être descendu ici, mais aussi comment vivre ici après avoir été là-bas. C'est-à-dire que cette nostalgie de la transcendance dont on parlait tout à l'heure se double aussi chez Plotin, et c'est très important, de pratiques d'immanence qui visent à restaurer entre l'ici et le là-bas une continuité. Et c'est la raison peut-être pour laquelle on peut parler à propos de Plotin de nostalgie, mais pas de mélancolie. C'est-à-dire qu'on est là... Parce qu'il a identifié un lieu. D'abord parce qu'il y a effectivement un lieu de retour possible, parce que ce lieu aussi, mais ça on pourra le redire, ce lieu finalement est un lieu intérieur, c'est un lointain intérieur, et qui de ce fait d'ailleurs n'est pas si lointain que cela, mais aussi parce que cette espèce de nostalgie finalement n'empêche pas une présence au monde. Certes, elle double celle-ci d'une forme d'absence, mais elle impose en fait un certain type de rapport à la présence qui n'est pas d'occultation ni de refus. Est-ce que ce type de rapport à la présence peut être compris, par exemple, quand, je sais pas, quand on entend par exemple une mélodie sur un vieux disque, un vieux vinyle, et on entend le bruit des sillons, on entend le craquement du vinyle, on entend tout ce qui semble parasiter la mélodie, et pourtant derrière, c'est l'expérience par exemple que fait Roquentin dans La Nausée. Derrière les craquements du vinyle, les imperfections de la matière, il y a, dit Sartre, toute cette rigueur qui l'émerveille d'ailleurs, et qui justifie l'existence sans pour autant lui donner un sens. Il y a comme une perception pure dont la matière serait finalement l'écrin qu'on se hâte d'oublier pour n'être attentif qu'à ce qu'elle laisse entendre de magnifique, de parfait et au fond de dépouillé. Alors, je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment là dans l'ordre de la perception pure. On est plutôt dans l'ordre, alors vous parliez de craquements, etc. On est effectivement dans l'ordre d'une pratique de la trace, et du même coup, de ce qui, dans toute perception, fait signe vers autre chose, qui est finalement ce qui la rend possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pour Plotin, en vérité, de perception, c'est-à-dire de sensation consciente, qu'à la conjonction d'une trace sensible et d'une trace intelligible. Quelle articulation de ces deux traces-là. Articulation incompréhensible, aussi facile à éprouver qu'impossible à décrire. Alors, articulation qui sans cesse est mise en œuvre et que la philosophie plotinienne, toute la philosophie de la connaissance de Plotin, mais aussi son esthétique aussi bien, vise à rendre consciente de façon à susciter ce que Plotin appelle la vigilance, qui est le mode de conscience inverse de la sollicitude et qui est donc attention, non pas au sensible en tant que tel, mais à ce qui en lui est finalement un effet, un état de l'intelligible. Donc en fait, toutes les pratiques plotiniennes de l'immanence sont des pratiques de la trace, c'est-à-dire sont des pratiques de la présence-absence, qui en passent à la fois par une très grande attention au sensible, mais aussi sans doute à ce qui Parce que c'est à ce prix qu'on le surmonte ? Parce qu'effectivement, il y a aussi en lui quelque chose qui est de l'ordre de l'absence, quelque chose qui le creuse, mais qui, loin de valoir comme une espèce de gouffre,
dans lequel le mélancolique, par exemple, sombrerait, incapable de coller à cette présence-là, vaut à l'inverse comme une incitation. C'est la pratique plotinienne de la trace est fondamentalement dynamique, voire synégétique. L'attitude plotinienne face au sensible est vraiment une attitude mêlée d'émerveillement et de refus. Il s'agit d'être capable de se dire, et je reprends là une phrase de Plotin, que c'est beau, mais aussi de quelle beauté doit venir cette beauté. Tout ce qui vient du bien possède une trace ou une empreinte de lui ou qui vient de lui. Comme ce qui vient du feu possède une trace du feu, et ce qui vient du doux, une trace de doux. Gwenaël Aubry-Emmanuel Lévinas dit que la trace et la présence de ce qui a proprement parlé n'a jamais été là, de ce qui est toujours passé. Est-ce en ce sens qu'on peut comprendre ce que Plotin dit de la trace? Oui, Lévinas cite Plotin d'ailleurs en cette occasion. Il cite ce mot de Plotin, cette formule de Plotin, l'être n'est que la trace de l'un. Mais on n'est pas là dans un registre, dans un ordre chronologique, c'est-à-dire que la trace fait signe vers ce qui la fonde, Il ne faut pas être dupe du mais passé. qui finalement qui est toujours là. Donc il s'agit la nostalgie se donne en vérité dans une tout se joue dans une autre forme de rapport, une fois de plus, au présent et à la présence, qui est, alors, ce texte sur la trace que vous avez lu, c'est l'un de ceux que Plotin oppose au gnostique. Il le repose que plutôt que de déplorer la distance, voilà, justement la perte, l'absence, la distance du principe à ses effets, et en particulier au monde sensible, il faut bien plutôt s'émerveiller des traces de lui qu'il y a laissées et tenter ces traces de les retrouver. Et au fond, affirmer la proximité du premier principe, affirmer constamment, réaffirmer constamment Absolument. la proximité oui. de ce premier principe, c'est-à-dire de ne pas l'envisager comme un idéal perdu, lointain, ce qu'un platonisme de bazar aurait tendance à dire de la philosophie de Platon, justement, à savoir que l'idéal est hors d'atteinte et qu'à cet égard, il faut le poursuivre et que d'ailleurs, ça peut donner un sens à la vie. Il ne s'agit pas de cela ici. Il ne s'agit pas tellement de donner un sens à la vie, mais d'accéder tout de suite, maintenant, ici et maintenant, à l'éternité. Absolument. C'est pour ça qu'on n'est pas en vérité dans ce registre-là d'un platonisme un peu caricatural, de l'arrière-monde, d'un dualisme excessif. On parlait tout à l'heure d'Yves Bonnefoy, et ça c'est quelque chose que Bonnefoy dit très bien, là encore dans l'arrière-pays, qui vraiment est une bonne façon d'entendre résonner Plotin. La tentation dualiste, c'est la tentation gnostique. Et Plotin, justement, permet de la dépasser, parce que l'une des choses qu'il affirme en permanence contre les gnostiques, c'est non seulement la beauté de ce monde-ci où nous sommes, mais c'est aussi en effet la proximité de l'un. Les intermédiaires ne sont pas nombreux, écrit Plotin dans le traité de Neuf contre les gnostiques. Et le fait est que donc ce lointain est intérieur, c'est-à-dire les principes de l'être, l'imbien, l'intellect, s'étagent aussi dans l'intériorité. Donc il suffit de peu de choses pour entrer en communication immédiate avec soi-même et avec le monde. Ça passe en fait essentiellement par une conversion du regard, c'est-à-dire par une conversion de la conscience. Il s'agit en fait de substituer au regard narcissique. C'est ainsi que Plotin le nomme. Bien ce qu'on pourrait appeler le regard d'Ulysse. On a un texte très singulier, très beau dans les Énéades, dans le traité du Beau, le premier traité écrit par Plotin dans l'ordre chronologique, où Plotin oppose justement la figure de Narcisse, celle en même temps de Circé et de Calypso, à la figure d'Ulysse. Alors le régime narcissique, c'est celui en fait de toute âme. C'est-à-dire que
pour Plotin, Narcisse n'est pas mort de s'être trop aimé, mais à l'inverse de ne pas s'être assez aimé, ou de ne pas avoir aimé celui qui en lui était véritablement aimable. Une intuition qu'on retrouve chez Clément Rosset, Gwenaël Aubry, quand il dit que le narcissisme ou Narcisse souffre non pas de s'aimer, mais de se haïr, car si on lui donne le choix entre lui-même et son image, c'est son image qu'il Oui, choisira. absolument. On va entendre, tiens, justement, un extrait du très très beau, magnifique traité justement sur le beau de Plotin, dans lequel il parle d'Ulysse, Ulysse qui est le fil directeur inévitable de toute cette semaine sur la nostalgie. Écoutez, c'est Anne Brissier qui le lit. Comment aura-t-on la vision de cette beauté immense ? Les voyant, ces beautés corporelles, il ne faut pas courir vers elles, mais, sachant qu'elles ne sont que des images, des traces et des ombres, il faut fuir vers ce dont elles sont images. Car si quelqu'un se précipite vers elles en voulant les saisir parce qu'il pense qu'il s'agit de l'être véritable, il serait comme l'homme qui, ayant voulu saisir son beau reflet porté sur l'eau, comme le raconte quelque part un mythe en s'exprimant par énigme, disparut tout au fond de l'eau. De la même manière, celui qui était pris des beaux corps et ne s'en détourne pas, ce n'est pas par son corps, mais par son âme qu'il tombera dans l'obscurité, vers des profondeurs funestes à l'intellect, où aveugle, il séjournera dans l'Hadès, associé en permanence à des ombres. Le conseil le plus juste que l'on puisse donner est donc « fuyons vers notre chère patrie ». Quelle est cette fuite et comment remonterons-nous ? Prenons le large, comme le fit Ulysse, nous dit Homère, et il me semble alors parler par énigme, en quittant la magicienne Circé et Calypso, parce qu'il ne se plaisait pas à demeurer chez elle, malgré tous les agréments dont sa vue jouissait et la fréquentation d'une abondante beauté sensible. Notre patrie, c'est le lieu d'où nous sommes venus, et notre père est là-bas. Oui, donc on entend là cette espèce d'étrange opposition entre Narcisse, Circé, Calypso d'une part, Ulysse d'autre part. C'est-à-dire, Narcisse se trouve associé aux figures de Circé et de Calypso, c'est-à-dire en fait à des figures de magiciennes, parce qu'il est l'une des façons de dire l'ensorcellement du sensible. L'erreur narcissique, c'est finalement De se prendre pour soi-même. de se prendre pour son corps. Ouais. C'est celle d'une âme qui se prend pour son corps, Et croit qui, se qu'elle est prenant pour son corps, déchoit. qui se prenant pour son corps, oublie qui elle est, oublie qu'elle est, oublie que ce qu'elle aime en le corps, c'est-à-dire la vie, finalement, c'est elle. Donc il y a en fait une sorte de méconnaissance de soi et en même temps de désamour de soi. C'est extraordinaire Dans hein, quand même. l'illusion Je narcissique. fais juste une parenthèse, mais c'est extraordinaire comme Plotin intériorise la dialectique platonicienne, au fond. Puisque dans la dialectique platonicienne, au sens le plus élémentaire, celle qu'on apprend en terminale, et qui est la bonne d'ailleurs, l'amour d'un corps est un marchepied ambivalent. Soit on se fascine, on tombe amoureux du corps lui-même, et donc on déchoit d'une certaine manière dans la fascination pour ce qui n'est que provisoire, soit on s'élève à partir de la beauté d'un corps vers la beauté de tous les corps, puis la beauté en elle-même, dont chaque corps n'est que justement l'expression provisoire, et de sorte qu'on s'élève vers la connaissance. Ça, c'est Platon. Plotin fait de tout cela une trajectoire intérieure. Oui, cette dialectique est entièrement transposée dans l'intériorité, comme le sont aussi les degrés du réel platonicien et plotinien. Du même coup, l'intériorité plotinienne est une intériorité maximalement élargie. L'âme contient en elle toutes les choses. L'âme contient en elle le monde entier. Mais c'est aussi... curieusement, c'est aussi une intériorité fondamentalement continue. C'est-à-dire que même s'il y a des moments de conversion, de rupture, il y a quand même une foncière continuité entre les degrés du réel qui est en fait assurée par ce concept-là de puissance que Plotin mobilise plus que Platon. Et dans le cas de
donc de ce régime narcissique dont je parlais, qui est en fait le régime donc spontané de toute âme. Alors précisément, on est là dans une forme de, mais ça n'est qu'un mode immédiat, dans une forme d'oubli ou précisément de rupture, de discontinuité, parce qu'on est dans le régime de l'ensorcellement, que viennent dire aussi les figures de Circé, de Calypso. Le monde sensible, pour Plotin, est le lieu de ce qu'il appelle la sympathie, c'est-à-dire d'une espèce de connivence sourde et muette entre tous les vivants, en tant que tous sont animés par cette puissance élémentaire et profuse qui vient de ce que Plotin appelle l'âme du monde. Une intuition qu'on retrouve chez Schopenhauer, par exemple, qu'on Absolument. retrouvera chez Oui, Schopenhauer, oui. qui est à la fois le penseur de l'égoïsme et en même temps le penseur du moment où le voile de Maya, dit-il, se déchire pour laisser entendre ou laisser sentir une solidarité prodigieuse entre tous les Absolument. êtres, tous Oui, les oui. étangs. Sauf qu'on est là, enfin cette solidarité pour Plotin est de l'ordre, une fois de plus, de la magie et du danger. Il y a quelque chose comme une sorte de on anonyme qui gît au plus profond de nous, c'est-à-dire en ce qui en nous vit, palpite, croît, se nourrit, bref, tout ce qui est animé par la puissance végétative et qui nous lie donc souterrainement et d'une façon tout à fait, évidemment, involontaire, prévolontaire, Et qui fabrique les foules aussi. à tous les vivants. Oui, qui fabrique, oui, dont on peut penser qu'elle fabrique. Il y a pas, malheureusement, il n'y a pas de pensée poétique chez Plotin, ce qui est curieux chez un platonicien. Mais on peut bien sûr voir là Une quelque parabole chose politique, comme oui. une parabole Il n'y a pas de politique. pensée politique chez Plotin. Rappelons quand même, hein, pour l'anecdote, que Plotin a voulu construire, l'histoire raconte, en tout cas Porphyre raconte que Plotin a voulu construire une cité, Platonopolis, une cité qui fonctionnerait, enfin la République de Platon finalement, Alors qui oui, c'est fonctionnerait vrai que selon le Platonopolis, modèle. pour le peu de choses qu'on en sache, ça serait plus apparenté sans doute à quelque chose comme un phalanstère, une communauté, disons, de vie et de pensée, qu'à véritablement une cité platonicienne. Mais il est vrai que la sympathie fait de nous une partie et un élément du grand animal ou du gros animal. Du gros animal, Ouais. exactement. Alors, il y a donc une différence chez Plotin. Plotin est enfin, le plotinisme, si tant est qu'on puisse en parler comme ça, si tant est qu'on puisse employer un isme ici, est une philosophie de l'individu. De l'individu, mais d'un individu qui n'est pas l'égoïste, hein, qui n'est pas l'individu, l'ego au fond, qui n'est pas le moi. Voilà. C'est oui, on Un peut dire- individu qui se dépouille de lui-même, se tournant vers son principe, qui s'élève en se dépouillant de lui-même, comme dirait Foucault, en se déprenant de lui-même. On peut dire ça? Alors, on peut effectivement parler d'une philosophie de l'individu, mais certainement pas du moi. C'est-à-dire que ce régime narcissique dont je parlais, bon, qui est vraiment le régime de l'aliénation, hein, de l'aliénation de la conscience immédiate, c'est aussi celui qui fait de l'âme, disons, une particularité, un individu particulier, puisque elle ne se particularise que par son articulation à un corps. Il y a là évidemment un moment nécessaire de la procession, donc à ce point-là, il n'y a pas de faute, il y a quelque chose comme un écart, mais qui en effet s'intègre à la nécessité de la procession. Il y a faute et aliénation à partir du moment où l'âme effectivement se confond à tel point avec son corps, et à ce C'est-à-dire point avec son capable, reflet, au fond. avec son reflet, ce reflet porté sur les eaux, La matière est un comme miroir, celui hein, de, aux yeux de Plotin. absolument, Voilà. Donc comme elle est celui de traître. Narcisse, voilà, qu'elle devient totalement incapable de se souvenir de son appartenance à une totalité, appartenance par laquelle elle est plus elle-même, et en même temps dans une sorte de relation qui n'est plus de l'ordre de la sympathie, mais de l'ordre de l'amitié, une sorte de connivence essentielle avec l'être. Donc il y a chez Plotin cette opposition en effet forte entre, disons, le particulier, qui court sans cesse le risque du particularisme, et par ailleurs, ce qu'il appelle l'individu intelligible. Plotin, en effet, considère qu'il y a, et ça c'est une chose très
stupéfiante pour un platonicien, qu'il y a une préexistence intelligible de l'individu, qui n'est vraisemblablement pas une forme, mais ce que Plotin appelle un logos ou une raison, qui porte néanmoins, dès avant la relation au corps, l'incorporation, qui porte néanmoins des caractères déjà particuliers de l'individu. Le nez camus, par exemple, est déjà inscrit, de Socrate, est déjà inscrit dans ce logos. Alors à partir de là, on peut dire que le mouvement d'Ulysse, en tant qu'il inverse justement le régime narcissique, le mouvement d'Ulysse, le voyage d'Ulysse, c'est ce voyage intérieur dont Plotin dit qu'il est finalement le mouvement d'un regard par où on passe de ce régime de la particularité au régime en effet de l'individu. Oui, là-bas, la vie est facile. La vérité est leur mère et leur nourrice, leur réalité et leur aliment. Ils voient tout. Non pas les choses sujettes à la génération, mais les choses qui possèdent la réalité, et ils se voient eux-mêmes parmi elles. Toutes choses sont en effet transparentes, et on ne trouve rien d'obscur ni de résistant, mais chaque Dieu est visible à chacun dans son intériorité et dans sa totalité, car la lumière est visible à la lumière. C'est une étrange nostalgie que celle de Plotin, Gwenaël Aubry. Depuis le début de la semaine, on parle d'une nostalgie insoluble. Insoluble deux fois. D'abord parce qu'elle est insoluble quand le lieu de son enfance nous manque, et insoluble en particulier quand on y revient, et qu'en y revenant, on découvre que le lieu auquel nous pensions, en réalité, n'existe pas. De sorte que la nostalgie se double également de la nostalgie, de la douleur du retour comme tel, qui vérifie, ou qui invalide le désir qu'on avait, ou la représentation qu'on se faisait d'un lieu que son absence avait rendu idéal. Or, Plotin, et c'est peut-être la raison pour laquelle Plotin, à la différence de Jankélévitch pour le coup, ne s'en prend pas à l'Ulysse qui arrive, hein, et qui serait nostalgique d'être rentré chez lui. Ulysse qui s'ennuie, hein, Ulysse qui vérifie que Ithaque n'est plus la même, que Pénélope n'est plus la même, ou en tout cas qu'ils ne sont qu'eux-mêmes et que par conséquent ça n'est pas grand-chose. Plotin n'est pas tellement sensible à cette nostalgie-là. Il est davantage sensible à la douleur de celui qui n'est pas encore rentré chez lui parce qu'il pense possible le retour. Oui, c'est une nostalgie heureuse en vérité que celle de Plotin. D'abord parce que, une fois de plus, son objet ne lui est pas interdit. Et parce qu'ensuite, le retour, donc toujours possible, à cet objet perdu, et celui se donne alors non pas effectivement dans la désillusion ou un écart de nouveau mesuré, mais à l'inverse, dans cette expérience-là que décrit le texte du traité 5-8 que vous avez lu, de la pleine identité, de la pleine présence, de la coïncidence, de la transparence. Ce texte que vous avez lu est en fait une description donc du là-bas, hein, c'est ce là-bas là que vise le voyage d'Ulysse, c'est ce là-bas là qui aussi finalement est très proche, et qu'une conversion du regard ou de la conscience suffit à atteindre, même si cette conversion requiert toute une forme d'ascèse, évidemment, à la fois éthique et intellectuelle. Et physique, hein. Mais bien sûr. Et physique, je veux dire, ça correspond à un projet précis. On n'est pas dans une vue de l'esprit. Alors, c'est une vue de l'esprit parce que c'est l'esprit qui voit, en un sens, mais il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit au sens où ça correspond à un projet. Chez Plotin, c'est un projet de vie. Ah, c'est un projet, bien sûr, c'est un projet de vie qui en passe par une fois de plus par une métamorphose complète du rapport tant au corps qu'à l'action, qu'à tout ce qui nous entoure et nous régit
d'ordinaire. Euh, donc ça, bien sûr qu'il y a derrière une exigence à la fois, et que Plotin d'ailleurs oppose aussi aux gnostiques. Euh, on n'est pas dans le registre de l'irréversible, mais on n'est pas non plus dans celui de l'immédiat. Cette pleine présence, elle est médiée, elle en passe par un parcours qui est celui même que retracent les Énéades, et en leur sein chaque traité, finalement chaque traité de Plotin, est d'une certaine façon une odyssée. On n'est pas supposé être le même à la première et à la dernière ligne. Quelque chose a dû se passer. On retrouve l'intuition de Jean Kelevitch quand il parlait des deux immédiats, en l'occurrence. Oui. Un premier immédiat, un immédiat insoupçonné, et puis un immédiat qu'on aurait conquis de haute lutte en traversant toutes les médiations qui par ailleurs sont rendues nécessaires par l'enfouissement de l'âme dans un corps et l'empesage, je ne sais même plus si ce mot existe, mais en tout cas on voit ce qu'il veut dire, l'empesage matériel de l'âme. Oui, c'est ça, c'est un immédiat médié, et médié par une autre forme de rapport à l'immanence. Et bon, dans l'une des premières, l'une des premières étapes de cette Odyssée, c'est en effet l'expérience de l'intellect que décrivait ce texte du traité 5-8, qui est l'expérience aussi donc d'un lieu où nul ne peut dire, Plotin écrit les choses ainsi, jusque-là c'est moi. C'est-à-dire qu'il y a là tout à coup une espèce de pleine présence à soi, qui n'en passe pas pourtant par la conscience, qui se passe de réflexivité, qui est en même temps coïncidence avec cette individualité essentielle dont on parlait tout à l'heure, mais qui, dans le même temps, n'est pas séparation d'avec alors les autres formes intelligibles et finalement la totalité de l'essence. Plotin, pour dire cela, recourt à une très très belle image qui est celle d'un masque composé de multiples visages, tous réunis en leur sommet par un crâne unique. Donc on a là de l'individualité, mais pas de la séparation. De l'individualité, mais pas précisément ce mode de la particularité, de la juxtaposition, de l'éparpillement qui est celui du sensible. Est-ce que cette façon dont Plotin entend conjurer l'éparpillement dans le sensible, la douleur de l'éparpillement dans le sensible, finalement la douleur de l'oubli qui est douloureux quand il est conscient de lui-même, cette façon qu'il a de le conjurer, est-ce une telle vision du monde ou un tel monde comme vision est compréhensible en termes de littérature. Littérature au sens où, par exemple, quand on parlait de Foucault, il y a quelque temps dans les chemins, il y avait Foucault était très sensible, notamment au texte de Baudelaire qui parlait de faire jaillir l'éternité du transitoire. Ce qui n'était pas pour Baudelaire une façon d'abjurer le transitoire, de conjurer le transitoire, de le maudire, de le répudier. Non, c'était une façon d'en saisir le caractère éternel, de faire sourdre l'éternité du transitoire sans pour autant renoncer au transitoire. Ce qui est le processus littéraire par excellence, ou ce qui en philosophie prend la forme d'une pensée intempestive, c'est-à-dire une pensée qui refuse de verser dans la déficience du présent, mais qui pour autant ne s'élève pas jusqu'au ciel abstrait des idées, jusqu'au philosophe perdu dans les nuées. Oui, absolument. Je crois qu'il y a effectivement dans la philosophie de Plotin une façon de tenir à la fois cette attention à l'immanence et une forme d'excès ou une forme de distance dont je pense qu'elles sont en grande partie à la source de toute pratique artistique, pas seulement littéraire. On parlait de Bonnefoy tout à l'heure, mais bon, Plotin a aussi été lu, je sais pas, par exemple par Malevitch. Bonnefoy, lui, c'est très singulier. Il fait finalement de cette ontologie graduée qui est celle de Plotin
d'une certaine façon, il va l'horizontaliser, la transposer entièrement dans l'immanence et en faire d'une certaine façon le chiffre de sa pratique poétique en tant que celle-ci vise à retrouver euh, l'un, c'est-à-dire l'un des faits, mais à même la présence sensible, sans l'excéder. De la même façon, lorsque Gracq parle pour qualifier le surréalisme ou le rapport surréaliste au monde d'un mélange d'émerveillement et de fureur, eh bien, ces deux termes-là pourraient, d'une certaine façon, s'appliquer au rapport plotinien, au sensible. Gracq parle surtout également de qui-vive. Oui, absolument. C'est la formule du rivage des Syrtes, Oui. être à l'affût. Être Oui, à oui, l'affût, comme être à Breton l'affût. pourrait parler de Voilà, hasard objectif voilà. d'ailleurs. Et comme je le disais tout à l'heure, cette catégorie de la vigilance, la prosoké en grec, est tout à fait déterminante chez Plotin. Donc oui, non, mais l'émerveillement, de toute façon, dont il est question, n'est pas de l'ordre du quiétisme ou de l'acquiescement. C'est un émerveillement, une fois de plus, actif et qui suit l'espèce là encore, de pistes, de traces ou d'ouvertures que dessine la beauté. Et en même temps, la fureur, alors peut-être pas la fureur, ce terme-là finalement est assez peu plotinien, il est plus gnostique que plotinien, mais en tout cas, oui, une forme aussi d'écart et de refus qui fait que, et bien que finalement la vie ne s'épuise pas dans le seul fait d'être vécue et qu'il faut quelque chose en surplus, ne serait-ce que pour dire cet excès-là, ne serait-ce que pour tenter de s'avoisiner de cet excès-là et qui est la pratique ou le geste artistique. Il faut, dit Plotin, se dépouiller de ce qui obscurcit, enlever le superflu, sculpter sa propre statue, au point de n'être encombré de rien. En somme, est-ce que Plotin peut être compris à la façon dont l'artiste travaille sur lui-même, comme on dit, en ciselant son œuvre, et trouve en lui, par conséquent, de quoi embellir le monde. Est-ce que le geste de l'âme qui oublie la matière pour se tourner vers le principe dont elle procède, ça c'est le mouvement de conversion chez Plotin, est-ce que ce geste-là est comparable à l'écrivain qui, 20 fois sur le métier, remet son ouvrage au sculpteur qui, d'un bloc de marbre, fait jaillir la Vénus de Milo? Est-ce que Plotin est le philosophe des artistes dont chaque œuvre est comme une seconde naissance, Gwenaëlle Aubry? Il y a beaucoup de choses dans votre question. Ce texte, Non, que c'est vous très venez simple, en fait. ce texte que vous venez de lire fait immédiatement suite au texte sur Ulysse et Narcisse. Donc justement, la sculpture de soi ne doit évidemment pas être entendue dans un mode de rapport narcissique, ni même esthétique à soi. On est, c'est d'ailleurs, ça a été l'un des points de controverse entre Michel Foucault et Pierre Hadot, l'interprétation de ce thème de la sculpture de soi. Pierre Hadot insistant sur son inflexion véritablement plotinienne, qui est que, en effet, ce mouvement-là de sculpture de soi est aussi et indissociablement un mouvement d'échapper à soi. On revient toujours et encore à ce qu'on disait tout à l'heure de ce retour à une identité essentielle, mais qui est aussi une identité impersonnelle, qui est fondamentalement impersonnelle et partagée. Alors maintenant, le côté Pénélope de l'artiste, oui, moi je suis pour ma part persuadée que la pratique littéraire, en tout cas, a elle aussi essentiellement à voir avec cet impersonnel. C'est bizarre, Gwenaëlle Aubry, parce que pourtant c'est un livre que vous avez écrit, que vous avez publié, qui a eu un franc succès, Personne, qui a eu le prix Femina au Mercure de France. C'est ça, c'est au Mercure de France. Oui, oui. Oui, pardon. Et c'est un livre magnifique. Merci. Et j'ai pourtant le sentiment d'être indiscret en vous proposant de comparer ce que vous dites de la trace de Plotin au texte suivant. Vous dites ceci: on ne perd pas un père, encore moins un père qui était ou qui s'était lui-même perdu. C'est de son vivant peut-être qu'on l'avait perdu, qu'on ne savait plus qui il était, où il était. À présent qu'il est mort, on réunit ce qu'il a laissé, miettes et cailloux, semés dans les forêts de son angoisse, trésors et épaves, on construit le vide, on sculpte l'absence, on cherche une forme pour ce qui en nous demeure de lui et qui a toujours été la tentation de l'informe, la menace du chaos. On cherche des mots pour ce qui, toujours, a été en nous la part secrète, la part muette, un corps de mots pour celui qui n'a pas de tombe, un château de présence pour protéger son absence. C'est un texte plotinien.
On est dans une autre articulation là oui, c'est de la présence-absence qu'il s'agit toujours. Mais là où Plotin cherche l'absence dont se creuse toute présence, pour revenir à travers celle-ci à une présence plus pleine, euh, ce dont il est question là, c'est d'une absence transformée en présence. Et c'est de plus, c'est de la présence. Mais est-ce qu'une telle métamorphose n'est pas également ce qu'il décrit ou ce à quoi sa lecture invite? Ou est-ce que je tire Plotin par les cheveux? C'est pour moi tellement. Comment vous dire je suis tellement double moi-même dans ces deux pratiques-là. Ce qui est certain, c'est que, ce projet littéraire, comme beaucoup de projets littéraires, cherche à dire ou restituer ce qui, là pour le coup, de la présence ne se laisse pas restituer, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre du corps, et que les mots ne suffisent pas à combler. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans le registre du corps et du sensible, enfin de tout cela qui perdu l'est irrévocablement, dans le registre de l'irréversible, et pas donc de cet heureux retour plotinien qui demeure toujours possible. Qui est donc un oubli de l'oubli lui-même. L'heureux retour plotinien dont vous parlez. On va finir là-dessus. C'est un oubli de l'oubli lui-même. Absolument. Qui convertit la douleur d'exister en joie de vivre. Absolument. Oui, c'est un oubli effacé. L'âme oublieuse d'elle-même ne sait même pas qu'elle l'est. Et à force de l'ignorer, peut, dit Plotin, mourir comme meurent les âmes. C'est-à-dire oublier tout à fait qu'elle est une âme. Donc il s'agit en fait d'aider l'âme à prendre conscience du fait qu'elle a oublié, puis de ce qu'elle a oublié. Et prenant conscience de ce qu'elle a oublié, eh bien, elle en retrouve la présence. Merci Gwenaëlle Aubry d'être venue nous voir pour parler de Plotin. Merci. Avec vous s'achève cette semaine sur la nostalgie. Personne, c'est votre roman qui a eu le prix Femina au Mercure de France. Vous êtes également l'auteur, et nos auditeurs le savent moins, ils ont tort, de Dieu sans la puissance, d'Unamis et Energeia chez Aristote et chez Plotin. Vous êtes également l'auteur de l'édition du traité 53 aux éditions du Cerf, dans une collection dirigée par Pierre Hadot. Pierre Hadot qui est lui-même l'auteur de Plotin ou la simplicité du regard, un chef-d'œuvre. Merci.